Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau pour un tuto en photo. Aujourd'hui le sujet c'est hyperfocal. Bon, je reconnais que le sujet est un peu délicat, mais néanmoins c'est le passage obligé pour bien assimiler la photo, surtout que maintenant vous êtes plus des amateurs. D'ailleurs, à ce sujet, je tiens à signaler que mes vidéos sont un peu scolaires. Je dirais même, voire un peu pénibles, compte tenu des longueurs et le côté technique. Néanmoins, elles ne sont pas là pour faire des abonnés, mais elles s'adressent vraiment à des débutants qui ont l'intention de faire de la photo comme des pros. En fait, c'est comme gravir une montagne. C'est beaucoup d'efforts, mais quand on arrive au-dessus, oh là, quel bonheur! Alors, avant de rentrer dans l'explication de l'hyperfocal, on va déjà voir à quoi ça peut servir. Donc, j'ai par exemple ce type de photo ici, et cette photo contient une partie qui se situe vraiment à l'infini, dans cette zone-là, et j'ai un sujet en premier plan. Donc mon sujet est vraiment très près de mon capteur. Et donc si vous voulez, la difficulté dans ce type de photo, c'est d'avoir l'ensemble net. Je veux l'infini, les montagnes à ce niveau-là, où j'ai une très belle chaîne de montagnes, donc ça serait dommage d'être flou. Mais je veux quand même faire sortir mon sujet au premier plan. Donc là, c'est un petit peu délicat parce que si je me règle vraiment, souvent, je vais avoir cette partie-là qui est nette et toute cette partie-là devant moi risque d'être floue. Donc, comment régler mon appareil pour avoir la totalité, c'est ce que j'ai sur la photo, de net. Donc, on va démarrer en se posant la question, c'est quoi l'hyperfocal? Alors, l'hyperfocal, c'est en fait une distance qui présente deux propriétés. Alors, je vous livre les explications de Wikipédia. L'hyperfocal est la distance minimum à partir de laquelle le sujet est net, si on fait la mise au point sur l'infini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends mon appareil photo, là, je règle, avec mon objectif, je me règle sur cette partie-là. Donc ici, j'ai une zone assez éloignée qu'on pourrait considérer un peu comme l'infini, parce que j'ai quand même toute cette partie-là en profondeur. Et donc, je me règle à ce niveau-là. Donc, si vous voulez, l'hyperfocal, c'est la distance à partir du moment où je serai net. Donc, ici, on a un exemple. J'ai un appareil photo plein format. Donc là, vous vous souvenez probablement de ce que c'est un capteur plein format. On en a suffisamment parlé. Effectivement, il va rentrer dans le calcul. C'est pour ça que j'en parle ici. J'ai un objectif 50 mm, ce qui est relativement classique, et j'ai ouvert f8. f8 qui correspond à une ouverture moyenne. Et donc là, je fais mon calcul et j'obtiens 11 mètres d'hyperfocal. Donc ma distance hyperfocale est de 11 mètres. Donc par rapport à ce qu'on vient de dire, la photo sera nette de 11 mètres à l'infini. Donc ici, moi je me situe par exemple ici avec mon appareil photo. Je sais que si j'ai une distance qui va de mon capteur à cette zone-là, soit 11 mètres, donc ici cette partie-là sera nette jusqu'à l'infini. Donc là je peux faire ma photo, cette partie-là, je veux cette partie-là nette, donc ça sera net jusqu'à l'infini. Alors à présent, la deuxième propriété, donc à peine un petit peu plus complexe, elle permet d'obtenir la plus grande plage de netteté qui s'étend alors de la moitié de cette distance à l'infini, si la mise au point est faite sur l'hyperfocal. Alors, effectivement, je
me règle sur cette partie-là. Je sais que mon hyperfocale est à 11 mètres, donc je me règle sur une distance d'environ de 11 mètres. Et donc à ce moment-là, je peux dire que ma photo sera nette de 5 mètres, 5,5 mètres à l'infini. Donc par rapport à la première propriété, j'ai gagné environ 5 mètres. Je vous rappelle que au niveau de la première propriété, si je me règle à l'infini, à ce moment-là, je suis net à partir de 11 mètres par rapport à mon capteur. Si, au lieu de me régler sur l'infini, je me règle à ce niveau-là, à ce moment-là, je peux rajouter, je gagne en quelque sorte 5 mètres. Donc je serai net de 5 mètres à l'infini. Par rapport à ma photo précédente, où j'avais vraiment un personnage en premier plan, je sais que si mon personnage est situé par exemple à 7 mètres et que j'utilise la deuxième propriété de l'hyperfocale, à ce moment-là, mon sujet sera net. Par contre, si j'utilise la première propriété, sachant qu'il est situé à 7 mètres, à ce moment-là, j'ai de la netteté à partir de 11 mètres. Donc, il sera flou. Donc, on s'aperçoit que dans pas mal de cas, ça peut être intéressant de maîtriser l'hyperfocale. Comment je détermine cette valeur magique? Effectivement, dans mon exemple que je viens de vous donner, j'ai pris des paramètres, un plein format, 50 mm, f8, et je vous ai dit, j'ai une hyperfocale de 11 mètres. Mais comment j'ai fait pour déterminer cette valeur de 11 mètres? C'est ce qu'on va voir à présent. Alors, on peut utiliser une formule. Bon, si vous cherchez un petit peu dans des revues spécialisées ou éventuellement sur Wikipédia, vous allez trouver cette formule. La formule de base de l'hyperfocale. C'est tout simplement la focale au carré divisé par l'ouverture multiplié par le cercle de confusion. On va voir ce que c'est le cercle de confusion parce que ça, je vous en ai jamais parlé. Plus F. Cette formule de base, bon, je l'ai un petit peu modifiée. Là, on est sur une formule un petit peu différente, sachant qu'on a supprimé le F, parce qu'effectivement, mathématiquement parlant, il devient très négligeable. Si je rajoute 8, par exemple, vous avez F8, si je rajoute 8 à 2000, ça fait 2008. Donc vous vous rendez bien compte que ça va absolument pas jouer sur la distance, où ça va être une question de même peut-être quelques millimètres. Et j'ai rajouté divisé par 1000. Effectivement, la formule ici vous donne des millimètres. Donc le fait de diviser par 1000, on a directement le calcul en mètres. Donc voilà, à présent, je peux faire mon calcul. J'ai parlé de 50 mm d'objectif, je le retrouve ici au carré, ce qui me donne 2500. F8, l'ouverture multipliée par le cercle de confusion qui est 0,03. On va voir ce que c'est le cercle de confusion, mais dans un premier temps, c'est une valeur qui est intrinsèque à votre appareil photo. On peut classer les appareils par type, et on définit à ce moment-là que énormément d'appareils vont avoir le même cercle de confusion. Néanmoins, pour un plein format, c'est une valeur qui tourne autour de 0,03. Et ici, on divise par 1000. Si vous faites le calcul, vous allez trouver 11 mètres. Alors, donc le cercle de confusion, donc ici c'est cette valeur de 0,03. Ça, c'est tout simplement une valeur qui est donnée par le constructeur de votre appareil photo. Donc le cercle de confusion, c'est à partir du moment, si je prends votre système optique, et vraiment si je grossis en points, en pixels si vous préférez, j'ai des points par exemple de 0,1 mm, 1 dixième de millimètre. Et donc si je continue
comme ça à grossir, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mes points, je vais avoir une période où je distingue à peine mes points, c'est dans ce cas-là, hein, je distingue encore un petit peu mon espèce de matrice là que j'ai actuellement. Et si je continue, à ce moment-là, j'ai un flou complet. Donc là, je peux dire qu'il y a vraiment une confusion des points, hein. Il est impossible de distinguer des points différents. Donc là, j'ai atteint la limite de mon objectif, enfin de mon système optique plus exactement. Voilà, donc c'est quelque chose de relativement simple à comprendre, même si c'est quelque chose qui est même mathématiquement difficile à élaborer au niveau du constructeur. Mais c'est quelque chose qui se fait vraiment au niveau du constructeur et c'est donné dans les éléments techniques de votre appareil photo. Bon, là j'ai relevé un petit tableau simplement où sur un APS-C, parce que ça c'est vraiment l'appareil classique, hein, qu'on trouve, je sais pas, peut-être à 80% sur le marché concernant les réflexes. Et à ce moment-là, si vous êtes sur un APS-C, vous pouvez mettre 0,018. Bon, derrière, vous aurez peut-être des valeurs 7, 5, peu importe. Ça ne va pas bouger beaucoup sur l'hyperfocal, sachant qu'au niveau de l'hyperfocal, je ne recherche pas des valeurs en millimètres. Ah, déjà, si vous êtes sur le terrain, c'est déjà pas évident, même peut-être des fois pour des hyperfocales assez longues, d'évaluer des mètres. Donc on ne recherche pas un calcul précis. Et ici 35 mm, là je vous rappelle que ça concerne le plein format, hein. On en a longuement parlé. Donc ici, je suis sur un plein format au niveau du capteur. Et donc c'est pour ça que je retrouve ma valeur de 0,03 au niveau de ma formule. Alors je sens une certaine nervosité chez vous. Vous êtes en train de vous dire, il a pété un plomb aujourd'hui, il est en train de nous gonfler avec les calculs, là, ça va vraiment pas. Non, on va voir qu'il existe des méthodes en dehors du calcul. Bon, il est important quand même toujours de savoir comment ça se passe, hein, si on veut vraiment comprendre le principe. Mais je vous rassure, il y a des gens qui sont penchés sur le problème pour vraiment vous simplifier la vie. Donc là, on va voir deux applications qui permettent de réaliser le calcul hyperfocal. Alors, application smartphone. Bon, souvent je parle d'application smartphone parce que si vous voulez, le smartphone c'est quand même avant tout le téléphone qu'on est censé avoir sur soi. Donc ça évite d'amener du matériel, d'acheter des applications qui ne sont pas forcément gratuites, etc. Donc c'est vraiment une solution de simplicité. Mais j'ai également pensé aux gens qui n'ont pas de smartphone. On va voir une autre méthode également sur Windows, hein, une méthode où vous pouvez préparer ça à la maison et donc ça va vous permettre de vous faciliter la vie. Alors on va parler de Hyperfocal Pro. C'est une application Android donc gratuite. Bon, je vous parle de cette application du fait que c'est l'application que j'utilise et je trouve que c'est la plus intéressante, la plus pédagogique et en plus elle va nous servir également pour le bokeh. Donc vraiment, bon, en ce qui me concerne, c'est celle que je trouve la meilleure. Je parle toujours dans les applications gratuites et qui peuvent fonctionner hors ligne, qui ne posent pas de problème. Alors, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Je reste sur mon exemple qui est toujours le même, hein, donc je vous rappelle, j'ai un plein format. Si j'ai un plein format, c'est en fait à 35 mm. On appelle ça à 35 mm, je veux dire. Et je suis sur un cercle de confusion de 0,03. J'ai toujours mon objectif de 50 qui est monté sur mon appareil photo. Et je suis toujours à une ouverture de f8.
Je connais le résultat parce qu'on l'a calculé précédemment avec l'équation et mon résultat est donc de 11 mètres. Alors comment ça se passe au niveau de l'application? Donc les paramètres que j'ai définis ici, je vais tout simplement les rentrer dans mon logiciel d'hyperfocal pour m'éviter de faire des calculs. Alors, la première information, c'est concernant le plein format. Alors, je ne vais pas mettre en fin de compte cette valeur-là que je ne connais pas forcément. Je vais tout simplement, à ce niveau-là, lui rentrer mon appareil photo. Si je clique ici et que je déroule, j'ai un menu avec énormément d'appareils photo. Bon, si vous n'avez pas votre appareil photo et que c'est par exemple un APS-C, je vous conseille de rentrer cette valeur-là, mais c'est bien rare que l'appareil photo ne se trouve pas dans la liste. Donc je rentre ce paramètre-là et ça, je le fais une seule fois, hein, à moins que vous fonctionnez avec plusieurs appareils photo. Hein, mais si vous avez un seul réflexe, à ce moment-là, je rentre ma valeur définitivement. Ensuite, j'ai mon objectif de 50 mm. De la même manière, ici, je vais rentrer ma valeur de 50 mm. Ensuite, j'ai mon ouverture. Donc, dans mon exemple, on est sur une ouverture de f8. Je vais rentrer ici mon ouverture. Voilà, donc, alors là, il y a une petite astuce. Hein, vous pouvez paramétrer, si vous voulez, des ouvertures tous les demi ou tous les tiers. Hein, ça va dépendre de l'appareil photo. À plus l'appareil est cher, à plus vous avez de possibilités au niveau des ouvertures. Donc ça, vous pouvez également, quand vous rentrez dans le menu, le paramétrer une fois pour toutes. Donc là, on a notre valeur de f8 qui est rentrée. Ici, ça c'est ce qui concerne la distance du sujet. Ça, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Voilà, donc, et donc, la seule chose que je veux savoir, c'est ma distance hyperfocale. Par contre, quand même, une petite chose ici au niveau du DOF, là, hein, vous avez un paramètre qui va permettre, qu'il va bien falloir initialiser. Hein. Donc si vous cliquez ici, vous n'oubliez pas de mettre cette valeur-là et de cocher. Hein, parce que si vous n'êtes pas sur cette bonne valeur, à ce moment-là, le résultat ne sera pas bon. Hein, donc ça, vous le mettez. Donc c'est toujours pareil. On le fait une fois pour toutes. Et donc, à ce moment-là, il vous donne le calcul de l'hyperfocale distance de 11 mètres. Toute cette partie-là, vous n'en avez pas besoin. On est dans un calcul d'hyperfocale, je vous le rappelle. Donc, en fait, c'est quand même relativement simple. Je rentre en réalité que ces deux valeurs sur le terrain. On suppose que vous avez rentré ces valeurs précédemment et je rentre uniquement ces deux valeurs. Et donc, lui me fait mon calcul ici. Alors, donc il faut tout simplement, pour utiliser l'application Hyperfocal Pro, vous connecter sur votre plateforme Android Market de votre téléphone portable, ou smartphone ou tablette, peu importe. Je pense que vous avez tous déjà fait ça. Dès l'instant que vous avez un smartphone sur Android, on est toujours amené à télécharger des applications. Et donc, ça ne change rien, c'est comme d'habitude. Hein, vous recherchez, vous tapez dans la recherche Hyperfocal Pro. Et donc, ensuite, vous téléchargez l'application, elle s'installe automatiquement. Et à ce moment-là, vous êtes opérationnel. Hein, et je vous rappelle que cette application est gratuite, hein, malgré qu'elle soit performante et très conviviale. C'est une application très sympa. Alors donc, j'ai pensé également aux gens qui n'ont pas de smartphone ou qui ne veulent pas utiliser leur smartphone pour ce type d'application. Donc il existe une autre solution intéressante,
peut-être moins puissante, mais qui va permettre d'amener sur le terrain tous les éléments qui concernent votre objectif. Donc c'est l'application DOFmaster. A priori, je connais que celle-ci actuellement sur Windows. Donc celle-là, cette application-là, à la maison, vous pouvez imprimer un abac personnalisé de votre objectif. Donc de la même manière, on va lui rentrer des paramètres et donc lui va vous sortir cet abac que vous pourrez emmener sur le terrain. C'est une feuille qu'on peut ajouter dans la sacoche et qui sera très pratique si vous êtes amené à utiliser l'hyperfocale. Vous pouvez la consulter sur le site, à condition que ça corresponde bien à l'objectif que vous avez de monter sur votre boîtier. Donc si on démarre l'application, voilà à quoi ça ressemble. Finalement, ici j'ai mon abac dans cette zone-là, et ici j'ai une unique fenêtre qui va me permettre de paramétrer tous les éléments concernant l'hyperfocale. Alors si on fait un zoom sur cette partie-là, dans un premier temps, bon déjà on va régler les petits problèmes simples. Ici, on va mettre 8 à 10 pouces. Si vous voulez, c'est la grosseur de la fiche d'impression. Donc, je vous conseille de mettre la plus gros possible. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on a des valeurs intermédiaires. Bon, peu importe. Donc, on se met en 8 fois 10 pouces. Bon, hyperfocal, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de paramètres possibles. Ici, je vous conseille vivement de mettre en mètres. Et donc, ici, je vais mettre également mon cercle de confusion. Bon, sachant qu'on a un petit tableau qui fait office de rappel, bon, moi je suis toujours sur mon même exemple, comme ça nous permet de voir si on trouve bien des valeurs cohérentes. Donc je vous rappelle que l'exemple, on était parti d'un plein format au niveau du capteur, un objectif de 50 avec une ouverture f8. Et après calcul, on trouvait 11 mètres. Donc, plein format, on a vu que c'était un cercle de confusion de 0,03. Donc ici, vous le met bien, plein format au 35 mm, c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Et donc, il confirme bien que c'est 0,3. Donc, je remets ma valeur ici de 0,3. Bon, vous, si vous avez un APS-C, par exemple, on a un cercle de confusion de 0,025 qu'il faudra mettre à ce niveau-là. Donc j'ai réglé mes paramètres de base qui a priori ne changent pas, sont toujours les mêmes, et je vais maintenant rentrer dans les paramètres qui concernent mon abac. Alors j'ai ce premier paramètre où on vous demande de rentrer le minimum au niveau de votre ouverture. Mais attention, c'est le minimum du nombre. Je vous rappelle qu'un grand nombre correspond à une petite ouverture, il faut raisonner à l'inverse. Donc là, c'est pour ça, il n'y a pas de confusion possible. On vous parle de le minimum au niveau du nombre, donc c'est le plus petit nombre avec f. Donc f3,2 par exemple, si vous êtes sur un zoom, qui a une valeur relativement classique, 3,2 ou 3,5. Ici, concernant ce paramètre, j'ai également la possibilité d'être sur une échelle qui est en demi-focale ou une échelle qui est en un tiers de focale. Ça concerne des appareils en principe qui sont de plus haute gamme. Donc ça, c'est vraiment par rapport à votre objectif. Donc de cocher la bonne échelle. Et donc là, je vais mettre le nombre maximum que j'ai si vous ouvrez par exemple à F22 ou voire plus. Ensuite, les distances où je vais travailler au niveau de l'hyperfocale. Bon là, moi j'ai mis tout simplement le minimum et le maximum de 5 à 500. En principe, ça ne va pas être une valeur qui est inférieure à 5 et qui sera supérieure à 500. Donc ça couvre pas mal de distance. Et à ce niveau-là, je vais mettre également
mon objectif. Mon objectif, si c'est un zoom par exemple 24-80 qui démarre avec un grand angle pour finir sur du standard, voire 80, je parle toujours, je vous rappelle, on l'avait vu dans une leçon précédente, où on parle toujours de valeurs concernant un plein format. Si vous êtes sur un APS-C, vous devez multiplier ces valeurs par le coefficient correcteur. Je vous rappelle, ça c'est important. Ça vous pouvez trouver, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous aurez plus d'explications dans le module concernant les capteurs et les objectifs. Donc voilà, je mets ces valeurs. Donc un tableau relativement simple à remplir. Et donc ensuite, quand j'ai réalisé cette première opération, lui va m'imprimer ici cet abac. Alors cet abac, comment ça fonctionne? Très simplement et toujours, je suis sur le terrain, j'ai une ouverture d'un 8, donc je la retrouve ici, F8, je veux dire, une ouverture de F8. Donc c'est cette valeur-là que je vais prendre en compte. Et donc, à partir de là, je vais par exemple utiliser un objectif de 50. Ou sur mon zoom, je vais me régler sur 50. Je vous rappelle que vous avez mis un zoom qui va de 24 à 80. Ça correspond aux informations qui sont rentrées, qu'on vient de rentrer à ce niveau-là. Mais voilà, je règle ma bague du zoom sur 50. À ce moment-là, il suffit de remonter. Et quand je tombe sur mon ouverture de focale, ici que j'ai repéré en rouge, à ce moment-là, je repars dans l'autre sens. C'est l'utilisation classique d'un abac. Et donc là, j'ai bien 11 mètres. Donc là, ça c'est 10 mètres. 10 mètres, et ça c'est des graduations 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, donc là j'ai le 15. Je suis un tout petit peu en dessous du 11. Bon, sachant que je suis moins précis qu'avec mon logiciel d'hyperfocal, mais je veux dire, même 9 mètres, 10 mètres, 11 mètres, c'est pas très important, voire 12 mètres, quand je fais ce type de repérage. Et donc, je vous rappelle que 11 mètres, ça correspond bien à mon calcul qu'on a déterminé par les équations et qu'on a déterminé également avec le logiciel Hyperfocal Pro. Donc, tous ces calculs sont bien cohérents. Donc, en pratique, si on fait un petit rappel, je suis sur le terrain. Grâce à mon abac, j'ai déterminé ma valeur d'hyperfocale de 11 mètres. Donc, à partir de là, j'ai deux solutions. Bon, sachant que ma valeur hyperfocale, bon, je la retrouve ici. En réalité, si on veut être précis, c'est de ma zone capteur, on va dire en gros de mon appareil réflexe, jusqu'à 11 mètres. Donc, ce qui veut dire tout ce qui commence à partir de là est net jusqu'à l'infini. Donc là, j'ai un petit passage en caillou. Logiquement, il se trouve avant les 11 mètres, donc il sera net. Mais ça, c'est si je me règle, c'est-à-dire si avec mon boîtier, je vise l'infini, ma zone de netteté commence ici. Par contre, je vous rappelle la deuxième règle de l'hyperfocale. Si au lieu de régler ma netteté sur cette zone-là, je la règle sur ma zone de netteté hyperfocale, donc sur cette valeur-là, à ce moment-là, je ramène de la moitié de la valeur de l'hyperfocale, je gagne 5 mètres. Donc je vais ramener mon trait à ce niveau-là. Donc ce qui veut dire, si ici j'ai un enfant qui se situe à environ 7 mètres, en visant ma valeur hyperfocale, l'enfant sera net. Voilà, donc ça c'est un petit rappel, c'est ce qu'on a vu tout au début de ce module. Alors donc, cette application, vous pouvez la télécharger directement ici, sur le lien, sachant
que c'est pas très compliqué, hein. Si vous allez sur ce lien, vous avez l'accès direct au chargement. Vous pouvez également la télécharger sur mon site. Je pense que vous connaissez tous l'adresse. Dans la partie photo, hein, vous avez dans le menu un bouton photo et donc il y a tous les téléchargements qu'on trouve concernant mes modules. Sauf bien entendu les chargements qui concernent Android, hein, parce que là vous êtes obligé de le faire directement sur votre portable. C'est beaucoup plus simple que de le faire sur un PC et de le renvoyer sur un portable, hein. Donc l'application Master, vous la trouvez à ce niveau-là. Alors quand même, avant d'en terminer avec l'hyperfocal, on peut se poser la question, à quel moment j'utilise l'hyperfocal? Est-ce vraiment quelque chose d'utile? Donc en fait, la première chose, hein, c'est de dire dans le cas de photos de paysage pour laquelle on veut avoir un sujet net en premier plan. Bon, finalement, c'était un petit peu la première photo avec ma chaîne de montagne et comment une personne qui se trouvait à 6-7 mètres. Donc, vous vous baladez en montagne, vous voulez vraiment, vous avez des fleurs en premier plan, etc. Donc, éventuellement, vous pouvez partir sur un réglage d'hyperfocal. Et après, vous vous posez plus de questions. Vous êtes avec votre appareil photo, vous savez, à chaque fois que vous allez viser l'infini, ben, tout ce qui se trouvera, si vous avez trouvé une valeur de 5 mètres d'hyperfocale, vous savez, tout ce qui se trouve après 5 mètres par rapport à votre visée, en visant l'infini, vous savez que vous serez net, hein. Donc ça peut être très rapide, on peut gagner énormément de temps. On perd un petit peu de temps à faire ce calcul avec la BAC, hein, mais ça peut aller très vite. Et ensuite je peux shooter très rapidement. Il y a aussi le fait d'être dans un cas où la mise au point est difficile. Faible lumière, ambiance de nuit, soirée, concert, un concert, comment vous avez des lumières parasites, votre autofocus pédale un petit peu dans la choucroute, hein, chaque fois qu'on appuie, il n'arrive pas à faire la netteté du fait du manque de lumière ou de la séparation, enfin, etc. Et donc à ce moment-là, je peux très bien dire, ben, j'ai la scène qui se trouve à telle distance, je veux éventuellement derrière un petit peu l'infini, et donc là je connaîtrai ma distance d'hyperfocale, à partir de quel instant je serai net. Également le cas où ça bouge beaucoup. Alors quand je dis ça bouge beaucoup, c'est aussi bien vous ou le sujet, hein. Par exemple, si c'est la photo style journalisme, hein, c'est vous qui bougez, hein. Vous vous baladez, vous avez le sujet principal que vous voulez prendre une photo, donc, ou à l'inverse, c'est le sujet qui peut bouger. Et donc dans ce cas-là, en plus ça peut être quelque chose qui est très court dans le temps, vous n'avez pas le temps de faire la mise au point. Alors là, c'est vraiment intéressant au préalable, hein, de dire, je prépare un peu ma session photo, ça va se passer à tel endroit, par rapport à l'infini, j'ai besoin de telle profondeur de champ pour être sûr d'être net. Bon, si vous avez préparé tout ça, vous arrivez sur le terrain, vous pouvez y aller plein pot, vous savez que vous n'aurez pas à chaque fois à régler, à perdre du temps. Alors là, c'est un cas vraiment plus particulier, hein. Si on a vraiment un grand angle, hein, qui est presque à 180 degrés, c'est ce qu'on appelle par exemple les œils de poisson, ces fameux grands angles, hein, qui vous font des photos très très circulaires. Dans ce type de photo, j'ai aucun point, j'ai pas vraiment une zone précise où je peux me régler. Donc à ce moment-là, j'agis sur l'hyperfocale. Pareil, je me pose plus de questions, je peux prendre des photos tout azimut. Alors à présent, on va voir le bokeh. Bon, c'est simplement un petit peu comme l'hyperfocale, sauf qu'on va aller un petit peu plus loin au niveau du réglage, où on recherche vraiment une zone de netteté précise. Bon, c'est le cas ici, hein.
si je regarde, j'ai avant cette zone-là, je suis flou. Là, je suis net. D'ailleurs, c'est une zone qui est très courte. Hein. Et après, je suis de nouveau flou. Je veux faire ressortir cette partie-là uniquement. Donc ça semble un petit peu difficile en photo. Hein. Donc on va voir que grâce au bokeh, c'est possible. Alors pour la petite histoire, bokeh, ça signifie flou en japonais. Bon, c'est un petit peu eux qui ont innové cette méthode. Sachant qu'à l'origine, quand on parlait de bokeh, c'était plus par rapport à des petites lumières. On avait des petites lumières et on s'arrange pour que ces lumières soient floues. Donc ça nous donne un aspect très sympathique. Hein. On a cette partie-là qui est totalement nette et on a ce fond flou, lumineux, avec ces petits ronds. Donc ça c'est vraiment l'origine du bokeh. Bon maintenant, a priori ça a pris vraiment de l'extension parce que aujourd'hui quand on parle d'arrière-plan, derrière un portrait, on parle également de bokeh. Alors on va voir quand même au préalable les applications où on est amené à utiliser cette technique-là. Alors donc on va voir des cas d'utilisation de bokeh. Par exemple ici j'ai une photo intéressante où j'ai un visage parfaitement net qui se détache sur un fond qui est flou. On pourrait se poser la question pourquoi on a utilisé le bokeh ici. Donc finalement j'ai un fond qui est simple, j'ai pas beaucoup d'objets qui m'amène une lumière qui est intéressante au niveau du visage. Hein, donc on voit le visage qui est éclairé de ce côté ici et ici on est beaucoup plus contrasté. Par contre quand je regarde cette photo, j'ai vraiment une barre de fenêtre qui peut vraiment gêner. Je vais voir la barre de fenêtre en même temps que je regarde le visage. Donc, le fait de flouter cette partie-là, j'ai tendance à faire disparaître complètement ma barre de fenêtre. Donc, là, c'est plus qu'une zone pas très contrastée et vraiment, c'est pas gênant. Donc là, on a utilisé la technique du bokeh pour faire disparaître, enfin en tout cas masquer cette partie-là. Un autre exemple, ici j'ai une composition relativement chargée. Donc j'ai mon sujet principal qui est toujours un portrait et donc je me retrouve avec pas mal d'éléments. J'ai un tuyau ici qui est important, j'ai cette barre également, j'ai des montagnes, j'ai une maison, enfin j'ai énormément de choses qui rentrent dans la composition. Donc finalement ça risque d'égarer l'œil. L'œil ne sait pas trop où est le sujet principal. Alors là il est vraiment intéressant de faire disparaître tous ces objets grâce au flouté. Donc c'est ce qui se passe dans la photo là, hein, où vraiment celui qui a pris la photo a réussi à isoler et donc toute cette partie là est floue. Uniquement le portrait est net, hein, et donc je vous rappelle que l'œil est vraiment attiré par les parties nettes. Hein, il rejette les parties floutées. Donc ce qui vraiment nous arrange bien dans ce type de photo. Donc c'était pour isoler un personnage du fond. Alors ici une technique encore différente où j'ai besoin de mettre en valeur un premier plan. Donc une photo où j'ai en profondeur j'ai un petit peu la même chose mais je veux vraiment faire ressortir cette partie-là, l'arbre, l'écorce de l'arbre. Et donc à ce moment-là, on voit bien qu'à ce niveau-là, il y a une maîtrise totale du bokeh, sachant que je suis flou, je suis vraiment flou dans cette partie-là, et ici je vois mon premier plan également qui est flou. Par contre, j'ai bien mis en valeur cette partie-là avec
mon tronc qui ressort hein, en premier plan et qui est parfaitement net. Une technique un petit peu différente, si ici je regarde la tête par rapport aux couleurs va se confondre. Hein, ici j'ai un ton gris, là gris noir, et donc je suis sur un gris beige. Voilà, la photo n'est pas choisie au hasard, hein, et donc de ce fait, les gris peuvent vraiment se confondre entre eux, à tel point que la tête ne ressortira pas sur cette photo. Là encore, le fait d'utiliser le bokeh, j'ai flouté toutes ces parties-là, même si on a des nuances identiques, j'ai cette partie-là qui est nette, donc la partie principale, et donc j'ai réussi vraiment à détacher, à isoler le visage, enfin, la tête pour un animal. Alors ici, un effet un petit peu particulier, où j'ai un plan avec un arbre qui est parfaitement net, bon, un petit peu particulier parce qu'il est dénudé et qui nous amène à un air un petit peu mystérieux, mais le plan arrière est complètement flou. Donc avec des espèces de nuances là, un petit peu bizarres hein, qui nous donnent des formes un peu incroyables. Et donc ça amène vraiment un effet mystérieux. J'utilise le terme mystérieux parce que on ne sait pas ce que ça représente cette partie-là. Donc vraiment ça amène un effet mystérieux à l'ensemble de la photo. Alors là c'est un petit peu un cas particulier, je dirais c'est de la photo de l'art moderne en quelque sorte, hein, qu'on appelle la photo minimaliste. Alors c'est très en vogue depuis quelques années. Donc cette pratique consiste tout simplement à réaliser des clichés épurés très simples. Bon, la technique est d'exploiter un élément, donc ici l'élément ben, c'est celui-ci, hein, vous l'avez vu, d'ailleurs c'est le seul élément qu'on a sur la photo, un élément qui même on peut dire qui est banal, et le faire sortir de son contexte. Il devient vraiment le sujet principal de la composition. C'est en quelque sorte l'élément extraordinaire de la photo. Donc mon sujet principal, parce que c'est le seul sujet, donc c'est ça, un minimalisme, ça veut dire qu'on met au minimum un seul objet sur la photo. Et ça donne un aspect vraiment un aspect impressionnant. Voilà, mais c'est vraiment une tendance en photo, hein, et c'est pas forcément facile. Hein. D'ailleurs, l'objet devient l'essence même de la composition. Donc, c'est un effet pour ajouter de l'effet dans une composition minimaliste. Donc, comme vous l'avez compris probablement, le bokeh ou zone de flou est un effet créatif très important en photographie. C'est vraiment ce qui va vous permettre de vous démarquer de la photo classique. Donc, il s'agit bien du flou d'arrière-plan ou éventuellement d'avant-plan. On a vu un exemple où c'était le cas, qui permet de détacher son sujet du fond. Le fait que le sujet principal est net sur un fond flou, il se détache, l'œil voit principalement les zones nettes, et donc c'est ce qui va le rendre important. Alors le bokeh sera plus ou moins grand, enfin je veux dire l'effet hein, sera plus ou moins important en fonction du choix de l'objectif. Un grand angle donnera plus de profondeur, donc plus de bokeh, alors qu'un téléobjectif écrasera les plans. Hein. À chaque fois, les plans sont écrasés, on a moins de profondeur.
Donc si vraiment je recherche à faire des bokeh, il vaut mieux monter un objectif à grand angle. Là, quand on parle de grand angle, c'est par exemple un 24 voire 18 mm en plein format. Autrement, il faut multiplier par le facteur correctif si vous avez un APS-C. Alors la deuxième chose aussi, bon là où c'est plus délicat, c'est en mode priorité à l'ouverture. Je vous rappelle qu'on appelle ça le fonctionnement A ou AV, hein, que vous pouvez mettre sur votre APN. Hein. On n'est pas dans les modes automatiques ni dans le mode manuel, mais on est bien dans le mode priorité au diaphragme. À ce moment-là, je vais utiliser la plus grande ouverture possible. Ce qui veut dire que c'est le plus petit chiffre possible. Hein, F1.2, F1.7, F2. Et donc, dans ce cas, l'effet bokeh ou flou est directement proportionnel à la grandeur de l'ouverture. Là, en ce qui concerne la priorité à l'ouverture, c'est un petit peu plus délicat. Parce que si vous voulez, l'ouverture va vraiment dépendre du prix de l'objectif. Souvent, quand on parle de zoom, un 35-80, peu importe, on se trouve souvent avec des ouvertures à 3,5, voire 4. Et donc là, on est quand même loin des ouvertures F1.2, F1.7, F2. Et donc là, l'effet bokeh sera plus difficile. Et également, si vous possédez un bridge, hein, donc là, ça sera vraiment des cas extrêmes où je pourrais obtenir un bokeh. Et il n'y aura jamais le piqué d'un bokeh d'un objectif qui ouvre à F2 par exemple. Donc c'est vraiment l'intérêt de ce type d'objectifs qui peuvent être dans un certain sens des objectifs semi-professionnels. C'est d'ailleurs à partir de là qu'ils ont tout leur intérêt par rapport à ces bokeh professionnels, si on peut dire. Donc, comment mettre en pratique l'application bokeh? Finalement, on va réutiliser notre logiciel Hyperfocal Pro. Voilà, donc je vous rappelle, c'est l'application Android gratuite qu'on a vue pour calculer l'hyperfocale. Alors là je parlerai uniquement de cette application sur smartphone, hein, parce qu'elle peut s'avérer très intéressante. Donc là on est plus sur des calculs pointus, c'est un petit peu plus compliqué du fait qu'on va faire intervenir la distance du sujet. Et donc, je n'ai pas d'application en dehors d'Hyperfocal Pro, enfin, je veux dire d'application sur smartphone qui puisse fonctionner. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, on a démarré Hyperfocal Pro. Donc là, je suis avec mes paramètres toujours de base, hein, où j'ai rentré l'appareil photo, l'objectif, mon ouverture, et là, donc ce paramètre-là, au préalable, je vous avais dit, on ne l'utilise pas. Donc maintenant, on va commencer à l'utiliser. Ça veut dire que je vais avoir un sujet qui se trouve à 11 mètres de mon capteur, pour être précis. Hein, ou à 11 mètres de mon boîtier, si je suis un petit peu moins précis. Alors, dans ce cas-là, lui, il va me calculer 3 valeurs qu'on va retrouver ici. Donc, il va me calculer la valeur limite, ça veut dire, là, j'ai ma distance, et lui, il me calcule jusqu'à 5 mètres 40, je suis flou. Donc, c'est ma limite à partir de laquelle je serai net. Et cette limite se termine à l'infini. Donc, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. D'ailleurs, ce qui est juste, si vous avez vraiment compris le fonctionnement, dans ce cas-là, mon sujet se trouve pile poil à ma distance hyperfocale. Donc ces deux paramètres sont initialisés à 11 mètres. Donc c'est pour ça que ça correspond bien à ce que je trouvais tout à l'heure, hein,
distance, dans la propriété numéro 2, me donnait 5,50 m, donc ce qui correspond bien. Bon, là c'est un petit peu technique, on s'éloigne un petit peu, on va essayer d'être un peu plus pragmatique. Alors, donc là, je vais changer ma valeur ici. Je vais passer sur une focale plus petite. Voilà, là, je suis à F4. Et là, vous avez vu à ce moment-là, ici, les valeurs changer. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Si je fais un zoom sur cette partie-là, j'ai mis F4. Je veux photographier un sujet qui se trouve à 11 mètres. Et donc lui, il me dit, bon, j'ai rayé cette partie-là, parce que là, on ne parle plus d'hyperfocale. Ça ne nous intéresse plus, on parle bien de flou avant-plan et arrière-plan, pour pouvoir faire notre bokeh. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ces valeurs-là. Et donc lui, il me dit, à ce moment-là, si j'ai un 50 et que je mets F4 au niveau de mon ouverture et que mon sujet se trouve à 11 mètres de moi, j'ai 7,32 m devant moi où je serai flou et je pourrai photographier des choses jusqu'à 22 mètres et après je serai flou. Ce qui me donne une valeur de 14 mètres. La valeur de 14 mètres, c'est de là à là. Donc je peux relever mes... Bon, je le vois ici, je vous ai fait un zoom. Donc ici ma distance depuis mon boîtier. Et donc cette valeur-là, je la retrouve ici, elle est de 7 mètres. Ma valeur maxi est de 22 mètres. Et la distance totale de partie nette est de 14 mètres. Je vais faire bouger maintenant mon sujet. Non, excusez-moi, je vais faire bouger ma focale. Donc là, je remets une focale de F2. Donc j'ai F2, ça veut dire que j'ai une plus grande ouverture. Et donc là, mes valeurs ont changé à ce niveau-là. Donc ce qui veut dire, ça revient un petit peu à ce qu'on a vu au préalable. Si je diminue ma valeur d'ouverture, j'ai ma valeur de netteté qui diminue. Ici, j'étais sur 14 mètres, j'ai plus que 5 mètres, 6 mètres. Donc elle commencera à environ 7 mètres pour terminer à environ 14 mètres et demi. Donc on voit bien, par rapport à ce qu'on a dit, ici, si ma valeur de focale diminue, j'ai ma valeur de netteté qui diminue également. Alors maintenant, on va jouer sur la distance du sujet pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc ici, je suis à 11 mètres et donc je vais ramener mon sujet. Allons-y. Alors 9 mètres, 8 mètres, 7 mètres, 6 mètres, 5 mètres et voyons voir ce que ça donne. Là, il vient de recalculer. Donc on va un petit peu zoomer pour voir ce que ça donne. Donc j'ai ma valeur qui a encore diminué. Quand je ramène mon sujet qui était à 11 mètres, je le ramène à 5 mètres. À ce moment-là, j'ai une longueur de netteté qui n'est plus que de 1 mètre. Donc là, c'est très très court. Et elle commencera à 4,50 mètres de mon objectif pour se terminer à 5,60 mètres. Donc là, je peux vraiment avoir un flou d'avant-plan qui est relativement près de l'objectif et qui se situe pas très loin en arrière-plan. On va voir ce qui se passe si je rapproche encore mon sujet. Donc de 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres, je vais mettre à 2 mètres. Voilà, donc là il vient de recalculer. Bon, je vais refaire un zoom, ça sera plus agréable pour vous. Et donc là, ma zone n'est plus que
de 0,17 m, 1 décimètre et demi. Donc ce qui est vraiment quelque chose de très très court. Ça veut dire qu'elle se situe à pratiquement 2 mètres de mon objectif et donc pour se terminer à 2 mètres quelque chose en arrière-plan. Donc si je mets mon sujet dans cette partie-là, il sera net. Mais cette partie-là fait que 2 décimètres, pas tout à fait 2 décimètres. Donc c'est vraiment très très court. Bon, même dans ce cas-là, ça obligerait à travailler avec un pied. Parce qu'on est sur quelque chose de vraiment très fin. Voilà, donc on en revient au début, où je vous avais montré cette photo-là. Donc on voit en rapport avec les chiffres que cette photo est réalisable. Je vous ai pas menti. Je viens de vous prouver mathématiquement qu'on pouvait déterminer ce type de bokeh d'une manière très très simple, où j'ai cette zone très courte et je suis flou avant et je suis flou arrière. À vous d'imaginer des bokeh, mais on voit que par rapport à cette technique-là, on a la possibilité de maîtriser vraiment le flou. Voilà, donc on a terminé concernant ce module, c'est-à-dire hyperfocal et bokeh, sachant que c'est des techniques relativement puissantes qui peuvent vraiment amener à un plus, où vous êtes capable, grâce à ces techniques, de faire de la photo qui n'est plus conventionnelle. C'est une technique qui est énormément utilisée par les pros, en tout cas en ce qui concerne les portraits et également en photo artistique. Maintenant, vous n'êtes pas obligé néanmoins d'utiliser les calculs. On peut faire, par exemple, le flou d'arrière-plan. Certains boîtiers sont relativement sensibles, ou même vous avez des boîtiers qui sont capables de calculer et vous de renvoyer le flou à l'écran. Donc à ce moment-là, c'est pas toujours évident de l'apprécier, mais on arrive quand même à distinguer le flou d'arrière-plan dans ce cas-là. Donc néanmoins, je pense que ce module-là vous aura servi à comprendre que le flou c'est toute une technique, et voilà, une technique incontournable en tout cas en photo si on veut aller un petit peu plus loin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, notamment sur les réseaux sociaux, et de mettre un like. Pour vous abonner à ma chaîne, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le bouton YouTube et c'est ici. Vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne, notamment en cliquant sur le bouton Facebook ou Twitter, et c'est ici. Vous pouvez également me retrouver sur mon blog GCopain en cliquant sur ce bouton, sachant que les vidéos, photographies et infographies sont tous répertoriés et classés sous forme de cours. Et c'est ici. Au revoir et à bientôt.